On ne parle pas de l'histiocytose, mais des histiocytoses. Il s'agit de maladies humaines caractérisées par une infiltration de macrophages dans les tissus. Les macrophages dans les tissus s'appellent des histiocytes, et c'est le terme historique. Cette famille de maladies correspond à plusieurs maladies distinctes. La plus fréquente s'appelle histiocytose langerhansienne, mais on trouve aussi d'autres maladies plus rares, le xanthogranulome juvénile, la maladie d'Erdheim-Chester, la maladie de Rosey-Dorfman, qui appartiennent à cette famille d'histiocytoses. Les histiocytoses langerhansiennes sont elles-mêmes des maladies complexes. La définition est unique sur le plan du tissu malade, mais par contre, la présentation clinique, la présentation pour le patient, pour le médecin, est extrêmement diverse. On observe à la fois des formes très bénignes, d'évolution très simples, guérissant toutes seules, en particulier osseuses, des formes extrêmement sévères du tout petit nourrisson, du bébé, des fois à la naissance, qui atteignent des organes vitaux, comme le système sanguin, et qui peuvent être responsables de décès. Et puis, on a des formes qui sont d'évolution lentement progressive tout au long de la vie, ou en tout cas tout au long de l'adolescence, et qui entraînent des atteintes neurologiques. C'est les grandes formes. Il y a encore des formes plus exceptionnelles de cette maladie, mais voilà un peu le tableau d'ensemble de ces histiocytoses langerhansiennes. L'atteinte neurologique de l'histiocytose est une atteinte qui a été décrite assez tardivement, parce qu'en fait, on a mis du temps, finalement, nous docteurs, au sens large, nous, mais aussi ceux qui nous ont précédés, pour identifier que cette atteinte neurologique était réellement en lien avec l'histiocytose. Car ce qui est absolument remarquable dans cette atteinte neurologique, c'est qu'elle survient avec un délai libre entre la première poussée de la maladie, qui peut être une atteinte multi-organe, qui peut être une atteinte d'un seul organe et d'un seul os, et qui va finalement être contrôlée, rester silencieuse pendant des années et réapparaître vers l'âge de 8 à 15 ans et entraîner des symptômes à ce moment-là. Les symptômes de l'atteinte neurologique, et en particulier très précisément de l'atteinte neurodégénérative, sont des symptômes qui vont s'installer lentement, donc tardivement par rapport à l'histoire de la maladie, et qui vont être complexes. Non seulement la maladie est compliquée, mais alors l'atteinte neurologique reste compliquée parce que elle peut associer des signes moteurs sur lesquels prédominent les problèmes de coordination et qui, dans sa forme extrême, s'appelle un syndrome cérébelleux, associé à des troubles dits cognitifs et dysexécutifs, avec des difficultés à mémoriser des situations simples et à s'orienter dans les tâches quotidiennes. À côté de ça, on peut avoir des syndromes dits pyramidaux, mais au sein de l'atteinte neurodégénérative, on a une grande gamme de sévérité et d'évolution naturelle. On a des patients qui vont être conduits par cette atteinte en chaise roulante après une quinzaine d'années d'évolution. On a des patients qui vont avoir quelques limitations dans la vie quotidienne, et ça s'arrête là. On va avoir des patients qui sont pratiquement normaux, entre guillemets, au sens des capacités physiques et des capacités intellectuelles. Et puis on a des patients qui ont une atteinte très sévère d'emblée, en quelques mois, vont avoir une atteinte majeure. Alors les premiers symptômes de Jimmy sont apparus quand il avait 3-4 ans, presque 4 ans. Et ça s'est mis en place par un amaigrissement qui était important et une consommation d'eau très très importante. Sa consommation d'eau était l'équivalent de son poids, c'était 12 kilos à l'époque. On est monté à ça en un mois de temps, ça a vraiment explosé. Alors le diagnostic a été très long parce que pendant un certain temps on n'a pas été cru, notamment sur les quantités d'eau consommées par Jimmy. Et c'est à l'occasion d'une opération végétation amygdale, puisque il faisait beaucoup d'otite, qu'ils se sont aperçus vraiment de sa consommation d'eau, parce qu'eux l'ont mesuré à ce moment-là. Donc ils ont fait un test, ils se sont rendus compte qu'il y avait un diabète insipide. Et là, à ce moment-là, on est parti sur l'IGR, qui a détecté aussi des pétéchiles qu'ils ont analysés, et ça a donné effectivement, ils ont senti qu'il pouvait y avoir ce type de maladie. En même temps, ils ont pratiqué une biopsie sur l'hypophyse,
Et là, on a eu vraiment un diagnostic d'histiocytose clair et net. Les difficultés pour moi, c'était le manque de lien social, hein. Les difficultés d'équilibre. C'est très handicapant, hein, et toujours. Il doit tenir la main à son papa pour se déplacer, on se demande jusqu'où ça allait, quoi. Et les problèmes d'élocution, quand je parle, on a du mal à me comprendre. Avant de parler de traitement, il me semble important de resituer cette atteinte dans l'évolution globale de l'histiocytose. On a à peu près, maintenant, de façon à peu près certaine, estimé la prévalence, la fréquence de cette complication à environ 3 à 5% des enfants qui ont une histiocytose. Donc c'est une petite minorité des enfants qui ont une histiocytose. On a également identifié de façon à peu près maintenant valide des facteurs de risque du développement de cette atteinte neurodégénérative. Et ces facteurs de risque sont la présence d'une atteinte de l'hypophyse, qui se manifeste avant tout par un diabète insipide, la présence d'atteinte de la base du crâne osseuse, donc des os de la base du crâne, ce qu'on appelle le sphénoïde, mais ça peut être aussi l'os temporal. Et puis le troisième facteur de risque, c'est la présence d'une mutation BRAF sur la lésion. Et une fois qu'on a identifié ces facteurs de risque, on sait que là, pour le coup, on a un groupe de patients qui ont à la fois les trois facteurs, qui ont presque à 30% de risque de développer une atteinte neurodégénérative. Donc ça, c'est les facteurs de risque. Et dedans, c'est très important de noter qu'il y a la particularité BRAF, qui est une particularité accessible à un traitement ciblé. Et ceci a ouvert la porte à des traitements pour cette atteinte neurodégénérative. On ne peut pas dire qu'en 2023, on ait trouvé la solution de cette atteinte neurodégénérative. La prise en charge, elle est multidisciplinaire. Elle passe par une partie thérapeutique, avec les médicaments qui sont actifs sur BRAF, mais elle passe aussi sur des prises en charge kiné, des prises en charge ergothérapeutiques, sur un environnement qui doit être modifié pour le patient, et sur un soutien psychologique à la fois du patient et de son entourage, parce que c'est, on peut le dire très nettement, une épreuve pour toutes ces familles et ces patients concernés. Donc les premiers traitements, c'était pour Jimmy, ça a été du Minirin pour compenser le diabète insipide, pour qu'il conserve l'eau. Il avait beaucoup de croûtes sur la tête qui sont apparues et des atteintes osseuses au niveau du crâne. Donc les atteintes osseuses étant pas majeures, ils ont laissé un peu passer le temps pour voir ce que ça donnait. Et pour les croûtes, on avait de la cariolysine, qui est une chimiothérapie, mais externe, vraiment, qui était juste en application. Au bout d'un certain temps, au bout d'1 ou 2 ans, ça a pris de l'ampleur et on est passé au premier traitement qui était du VLB, qui est une chimiothérapie. Et là, ça a été quelque chose pendant 9 mois. Ça a stoppé la maladie dans son état. On gardait quand même 2 choses, puisqu'entre-temps, on s'est rendu compte qu'il ne grandissait pas. Donc on a gardé le diabète insipide qu'il avait, et ça, c'est définitif. Et en même temps, leur mode de croissance était touché. Donc là, on a consulté aussi pour compenser ce déficit. Et là, c'était des injections quotidiennes. Le traitement, il a évolué tout le long de la maladie. Aujourd'hui, il est compliqué. Ce sont une combinaison de chimiothérapie par médicament, mais on adapte au coup par coup. Si demain il fait une crise de quelque chose, on va voir le docteur Donadieu principalement, et on va étudier qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça. Aujourd'hui, il est stabilisé, donc on garde un traitement. Si demain il se passe quelque chose, on va chercher autre chose. Si j'avais un conseil à des gens qui découvrent cette maladie-là, c'est regarder l'ensemble de la maladie parce qu'elle a des dérives dans tous les sens. Non pas parce que ça va vous arriver, simplement parce que ça peut vous alerter si vous avez un symptôme particulier, dire c'est peut-être là, c'est maintenant qu'il faut agir, donc c'est maintenant que je consulte. On est souvent les premiers à voir un état changeant plus vite que les analyses médicales dans cette maladie-là. Les perspectives, c'est un travail qui va continuer à travers le centre de référence, à travers des organisations européennes. On a un consortium européen qui s'appelle European Consortium for Histiocytosis, mais aussi à travers des collaborations internationales avec de très nombreux pays.